This summer, Instacart is bringing back your favorites from 1999 with prices from 1999. That means 90s prices on juice pouches that ought to be respected, 90s prices on box mac and cheese, and 90s prices on ham, cheese, and cracker lunches. Enjoy all those throwbacks and more at throwback prices, only through Instacart. $4.72 maximum discount per $10 of eligible items. Limit one offer per order. Expires September 5th while supplies last. Discount based on CPI comparison. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Buenos días, bienvenido al podcast Un poco de delito en tu café. Soy su animador para hoy, Audrey, y soy con mi amiga, mi pareja, mi confidente, Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal? Et non, c'est une blague, on ne fait pas le podcast en espagnol. Oh, c'est pas vrai, on fera pas ça. Ah, vous auriez dû voir mon face. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Oui. Alors, comme d'habitude, je suis avec ma chère amie Catherine. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Et en introduction, je voulais juste dire que tout le monde m'a écrit, tout le monde dans le monde qui vient de Master Yachts m'a écrit pour me dire comment prononcer Master Yachts. Et bien là, je l'ai dit 2 fois, j'espère que je l'ai dit comme faut. Et je voulais juste vous dire que c'est pas ma faute, c'est la faute à Google. Je t'ai montré le screenshot oui, que confirme. Oui, la prononciation de Google est celle que j'avais utilisée dans l'épisode qui était le contraire, qui était Master Yacht. Yep. Bon, et c'était pas ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écrit pour me dire que Google avait tort et je suis là pour apprendre à prononcer les mots comme il faut avec vous. J'ai bientôt 32 ans. C'est le temps que j'apprenne à prononcer des mots. Merci. Voilà. Voilà. C'était Catherine Côté de Redemption. Comme Marc Arcan Redemption. Exactement. Voilà! Avec mes nunchakus. Yes! Yes! Fouche. Alors, aujourd'hui, on a pour vous, chers auditoristes, une nouvelle histoire de crime Ça va être tellement le fun! qui va vous être racontée par Catherine. Mais avant dis-moi! ça, on va vous recommander un café. Alors, Oui. le café qu'on va vous recommander aujourd'hui, c'est un café qui nous a été recommandé par une auditrice, Virginie Brouillette, Mon Dieu, ça tombe donc bien. et dont je me suis rappelé de l'existence parce que la bonne amie du podcast, Fanny Grégoire, Oui. on a posté une photo sur Internet à cause du Comic-Con. Alors là, Oh! attention à nos auditeuristes geeks, surtout dans le domaine du jeu vidéo. Je sens qu'on va être dans vos cordes parce que le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est le torréfacteur Level Up Coffee qui propose une gamme de 3 cafés avec des noms qui sont des thématiques de jeux vidéo. Alors, il vous propose le AFK velouté, le Battle Royale corsé et le Respawn équilibré. C'est disponible sur Internet au levelup.coffee. Vous pouvez les trouver sur Google. Maintenant, tout le monde se sert de Google. Personne ne tape des adresses en tant que tel maintenant. Non. Alors, le Level Up Coffee,
C'est disponible sur les internets. C'était aussi disponible au Comic-Con, mais au moment où on enregistre, le Comic-Con est terminé. Allez ranger vos costumes de cosplay. Ils vont être prêts pour l'année prochaine. Oui. Alors, merci beaucoup, Virginie, de nous avoir écrit pour nous faire cette recommandation. Alors, maintenant que vous avez du café dans votre tasse, on est prêt et prête à partir en business. Oui, on parle direct en business aujourd'hui. Hey. Et non, je ne parlerai pas toujours avec cet accent qui est insupportable. Et je ne parlerai plus en espagnol. Alors non, mais si tu veux me poser des questions en espagnol pendant le cas, je vais peut-être pouvoir te répondre, mais probablement pas parce que je suis vraiment pas bonne. C'est correct. Alors, Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui... Est-ce que je te demande avec mon air sérieux et ma tasse qui est remplie d'eau et non de café? Oui, parce qu'il faut faire attention à la santé de notre cœur des fois, puis slacker le café. Tout d'abord, je tiens à remercier Du Beaulieu de nous avoir écrit pour nous conseiller ce cas. C'est une histoire old-timey que j'ai eu beaucoup de plaisir à rechercher pour vous. C'était une recherche très intéressante à faire parce que ce cas était beaucoup plus complexe que ce que je pensais que ça allait être à la base. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sanatorium de Mademoiselle Virginie Gobeil, où des gens sont morts dans des circonstances louches entre 1902 et 1909. Oh, wow. C'est un cas de l'ancien temps, comme je va les être aime. full de bonne humeur. On va être vraiment de bonne humeur. Non, mais c'est quand même assez amusant comme histoire. Non? J'aurais jamais pensé voir ça dans la même phrase, mais d'accord. D'accord. Je te fais confiance. Oui, mais non, mais ça va contenir des détails sombres et dégueux, surtout concernant les traitements dans les établissements qu'on appelait alors des sanatoriums, qui étaient comme un hôpital holistique. Un hôpital alternatif du vieux temps. Donc, mes sources, une pléthore d'articles de la presse retraçant le cas. Je me suis aussi inspirée d'une entrée de blog intitulée « Virginie Gobeil, première tueuse en série québécoise, point d'interrogation », publiée sur le blog d'Éric Veillette le 15 octobre 2020. En fait, j'ai lu l'entrée de blog, puis ensuite, je suis allée retrouver les articles que ça citait parce que je trouvais ça plus le fun. Puis à partir de là, mais j'ai trouvé d'autres articles qui allaient entre les articles et j'ai fait une recherche plus poussée qu'Éric Veillette, qui est chercheur en archives judiciaires. Je me vante, voilà. Alors, c'est le temps de faire un petit voyage au sanatorium pour retrouver la santé. Es-tu prête à mettre un peu de crème dans ton sanatorium? Yes, sir, dans ma tasse d'eau. Première partie. Une maudite folle et un vieillard vieux. Notre histoire commence avec... Ça passe ses chapeaux de roue. Je le sais, écoutez. Bon, notre histoire commence avec une charmante dame nommée Mary Brown Hall. Parce qu'elle avait pas juste son nom de famille à elle, elle était mariée. Alors, c'était plus Mademoiselle Mary Brown, c'était Madame Mary Brown Hall, propriété de Monsieur Hall. OK? Voilà. Touche pas à ta femme. En juillet 1902, Madame Hall est allée consulter le docteur Duncan McTaggart. Pourquoi mon cerveau a rempli de donuts tout seul? Le docteur Duncan Donut. Le docteur Duncan Donut. Donc, Madame Hall est allée consulter le docteur Duncan Donut pour une maladie interne qui n'est pas spécifiée dans les journaux, mais qui pourrait être une urémie, soit une infection du sang par l'urée, ou une maladie de femme, a.k.a. un trouble gynécologique. Oh la lila. Il appelait ça une maladie de femme dans les vieux journaux. Le docteur Duncan Donut McTaggart, il y a le pire nom, Duncan McTaggart. Bon. Constatant la maladie interne de la dame, il lui a conseillé d'aller directement à l'hôpital général de Montréal. Elle y fut admise à la fin juillet sous les soins du docteur J.D. Cameron. Était-ce un parent du docteur Ewan Cameron dont on a parlé dans notre épisode sur... Le Allen Institute. Oui, j'avais juste Ravenscrag dans la tête, mais on n'a pas appelé ça comme ça. C'est le vieux nom sur Ravenscrag. On espère que c'est... Donc, elle a été admise à l'hôpital général de Montréal à la fin juillet sous les soins du docteur J.D. Cameron. Et le bon docteur Cameron évalua l'état de Madame Hall et conclut avec d'autres médecins qu'une opération d'une nature non spécifiée était de mise, mais que la maladie dont elle souffrait ne pouvait pas causer la mort. Est-ce que vous trouvez ça flou? Moi aussi. Oui. Bon. Madame Hall, par contre, n'avait pas du tout l'intention de subir une opération louche et quelconque. Alors, après 1 mois de traitement à l'hôpital général de Montréal, elle a sollicité sa sortie. D'accord. À sa sortie de l'hôpital. On n'est pas capable de dire hôpital général de Montréal sans rire. L'hôpital général de Montréal, à cause de Rock et Belles Oreilles. À cause de vous, RBO. À sa sortie de l'hôpital, Madame Hall avait perdu énormément de poids et elle n'était plus vraiment elle-même. Elle est allée vivre chez Monsieur Shewan,
Sans doute un ami. Je sais pas c'était qui, M. Chouan, et pourquoi il est allé son vivre. amant. Bon. Ah oui. Madame Hall était si faible qu'elle n'était plus capable de marcher. Elle semblait aussi dérangée mentalement, du style « pas toute là tout le temps ». Mais tout se passait relativement bien dans leur cohabitation jusqu'à ce qu'en septembre, M. Chouan rentre d'un banquet et trouve Madame Hall assise sur les marches en avant de la maison qui était située au 117 rue Prince-Arthur. Oui, un banquet. Qu'est-ce que t'as contre les banquets? On dirait que c'est pas un mot auquel je m'attends après 1743. C'était en 1902! Un banquet! De quoi tu parles de 1743? Ah non, ok, tu veux dire que ça pourrait plus exister après Ouais. 1743. Ok, je pensais que j'avais mal dit la date Non, à laquelle non. ça se déroulait. Je disais, voyons, je me suis pas trompée à ce Non, c'est dans point-là. le sens qu'un banquet dans ma tête, c'est genre astérique. Il est allé à un banquet, ok? D'accord, tant Bon. mieux pour lui, il a bien Bon. mangé. Il a très bien mangé. Et en revenant, il a trouvé Madame Hall assise sur les marches en avant de la maison, située au 117 rue Prince-Arthur. On espère qu'il y a quelqu'un qui habite là aujourd'hui, puis qui nous écoute, puis comme « Hey, c'est chez nous! » Ou c'est peut-être là qu'il y a le restaurant grec. On sait pas. Elle semblait, encore une fois, pas toute là. Alors, M. Chouan est rentré chez lui et a demandé à son fils qu'est-ce qui se passe. Celui-ci lui a appris que Madame Hall avait essayé de tuer tous les gens de la maison dans un accès de folie. Fait quoi, il a dit d'aller prendre de l'aide dehors. Ouais. OK. On appelle la police. Monsieur Chouan a donc dit à Madame Hall d'aller se coucher, maudite folle, et qu'il ferait émettre le lendemain un mandat d'arrestation contre elle pour Il lui a avoir donné essayé une de tuer tout le monde. Snickers et il a dit « Tu n'es pas toi quand tu as faim. » Elle était angry. Immédiatement, elle a rajeuni de comme 15 ans. Wow! Non. Donc, il a dit d'aller se coucher, maudite folle, et qu'il allait faire émettre un mandat d'arrêt contre elle parce qu'elle avait essayé de tuer tout le monde. Quintoué. Le lendemain, il a convoqué chez lui le docteur McTaggart de tantôt parce que Madame Hall avait, et je sais des journaux, l'esprit dérangé. Oh non, est-ce qu'elle avait bu une bière? Non! Ah, les maudites bonnes femmes, c'est sans doute dit le docteur McTaggart. J'aime ça ajouter du Bitches casual be crazy. sexism dans mes cas. Il a conseillé à M. Chouan de shipper Madame Hall drette là dans un, je sais encore les journaux, un asile d'aliénés ou un établissement quelconque, car elle avait besoin d'un repos absolu. Ah voilà, Fin de la l'asile citation. ou en quelque part. Ouais, voilà, en voilà aux galeries d'Anjou pour s'acheter des souliers, ça va sans doute guérir. C'est Tout une ceci- femme, elle a besoin de chaussures. Oui. Monsieur Chouan a consulté un de ses anciens élèves. J'ai pas compris c'est quoi son deal à Monsieur Chouan, mais son ancien élève lui a dit qu'un jour il avait souffert d'une maladie de la mentalité, du genre qui donne le goût de tuer tout le monde, et qu'il avait été guéri en faisant un séjour dans un sanatorium. Je t'avais dit que t'allais trouver ça drôle comme ça. Il avait été guéri, l'élève de Monsieur Chouan, en faisant un séjour dans un sanatorium du nom de Sanatorium Mission, situé au 1742 rue Saint-Hubert. Ça qualifie sans doute comme un établissement quelconque pour le repos absolu, c'est Bah sans oui. doute dit M. Chouan. Oui, va-t'en au spa, madame. Va-t'en au spa du sanatorium Mission, parce qu'il a voulu y shipper Madame Hall subito presto. Alors il a convoqué le frère de Madame Hall, qui s'appelait Monsieur Brown, parce qu'avant elle s'appelait Mr. Brown. Mr. Brown. Mais qui n'avait pas de prénom. Et qui a constaté que dans les journaux, il disait pas c'était qui, il a constaté que sa sœur n'était pas bien pantoute, du style de vouloir tuer tout le monde. Et il s'est occupé de contacter le sanatorium. La femme qui gérait le sanatorium, Virginie Gobeil, a écouté les informations que lui a données M. Brown et elle a dit qu'elle acceptait de prendre Mme Hall sous son aile, mais que celle-ci devrait être accompagnée parce qu'il s'agissait d'un cas très sérieux et lourd. Je veux dire, fair enough, elle a essayé de tuer tout le monde. Mais comme, c'est vrai qu'elle a essayé de tuer tout le monde, parce que pourquoi tu vas pas chercher la police tout de suite? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai Il pas... y a des trous dans cette histoire. Il y a beaucoup de trous dans cette histoire, parce qu'on est en 1902 et les journalistes prennent des libertés, comme moi je prends des libertés en écrivant des dialogues pour j'allais dire pour les bonhommes de cette histoire. Est-ce que Parce que c'est des vraies personnes. Est-ce que cette histoire vient de Gruyère? Elle est pleine de trous. Ah! Excellent jeu de mots fromager. Oh là là. On était alors à la fin septembre 1902. Quelques jours après avoir fait interner Madame Hall dans le sanatorium, M. Chouan est passé lui rendre visite et il a dit qu'elle semblait contente et ne se plaignait pas des traitements. M. Chouan ainsi que les frères et sœurs de Madame Hall lui rendaient fréquemment visite. La femme, en revanche, ne semblait pas prendre du mieux. Elle refusait de manger, même si elle semblait avoir retrouvé sa parfaite raison, pour citer les journaux. Ah. Et puis, tout d'un coup, la merde a frappé le ventilateur. Oh non! Je déteste quand ça arrive. Je sais, C'est sale. c'est difficile C'est à si ramasser. peu hygiénique. C'est exactement pourquoi la merde faisait cela. Le dimanche 2 novembre 1902, le docteur Joseph Damien Vézina, qui avait son bureau de médecin juste à côté du sanatorium, y a été appelé pour Madame Hall. Le docteur Vézina était habituellement convoqué au sanatorium, non pas pour examiner les patients ou faire des prescriptions, mais pour signer des certificats de décès. Oh non!
S'il ne donnait pas de prescription selon ses dires, c'était parce qu'il savait pertinemment que ses conseils ne seraient pas écoutés par les patients ni par Virginie Gobeil. À son arrivée au sanatorium, il a constaté que Mme Hall était dans un état de grande faiblesse. Elle était inconsciente et refusait toute nourriture, sans doute parce qu'elle était inconsciente. Madame! Mais là, il disait les deux dans le journaux, puis j'étais comme, oui, ça va C'est ensemble. difficile de manger quand t'es inconsciente. C'est ça. Le docteur McTaggart est aussi revenu voir sa patiente, qu'il trouva amaigrie, fiévreuse et faible, et aussi inconsciente. Oh. Il conseilla à Virginie Gobeil de lui faire boire de l'eau de chaux, mais, tristement, le lendemain, Mary Brown Hall est décédée. La chose, pas ce qu'on faisait comme des toits avec. Oui. Puis Pourquoi? blanchir des murs. Mais on pouvait aussi boire de l'eau de chaux, puis apparemment c'était très nutritif. Hey, on est embarqué dans le train de la conception qu'on avait de la nutrition puis de la médecine en 1902, OK? Fait que Ok. reste dans le train. D'accord. Suite à son décès, les docteurs McTaggart et le docteur Dugas, qui n'avaient jamais été mentionnés dans l'histoire jusqu'à maintenant, Coucou! ils ont procédé à l'autopsie et ils ont constaté que Mary Brown Hall ne souffrait d'aucune maladie qui puisse expliquer sa mort. Autre qu'être une femme! Oh, quelle maladie terrible, on ne s'en remet jamais! Elle avait des seins. Oh non, c'est sans doute sa maladie interne pour laquelle il fallait qu'il l'opère. Elle avait des démons dans les seins. Oh non, pour sortir les démons dans ses seins. Vu sa grande maigreur, ils tirèrent plutôt la conclusion que la femme était morte d'inanition, soit du manque de nourriture. Étrangement, c'était la deuxième fois en très peu de temps qu'un patient de l'établissement dirigé par Virginie Gobeil décédait sans cause apparente. En effet, quelques jours à peine avant la mort de Mary Brown Hall, un vieillard vieux du nom de Frederick Bell, qui était un vieux vieillard, comme le précisaient souvent les journaux, était aussi mort d'inanition au sanatorium Mission de la rue Saint-Hubert. Il y avait été les sourcils. Il y avait été envoyé parce qu'il avait des problèmes au ventre. Il avait auparavant été traité à l'hôpital général de Montréal, lui aussi, et lui aussi avait refusé une opération, alors son fils Matthew avait décidé de l'envoyer au sanatorium de Virginie Gobeil parce qu'il savait que là-bas, il aurait les soins nécessaires à rétablir son ventre. Mais En pauvre effet, monsieur, il avait juste des gosses. il avait juste des gaz, et le frère de Matthew, Arthur, qui avait déjà aussi eu des gaz, avait été traité au sanatorium pendant 2 ans et en était sorti complètement guéri de ses gaz. Guéri! Alors Matthew a dit à son vieux père vieux, « Papa, allez-vous donc vous reposer au sanatorium dans le temps qu'on vous Prenez voyait des ses parents. probiotiques. Prenez des Non, il n'y avait pas de Ah non. probiotiques là-bas. Va boire des briques, ça va te faire du bien. Va boire de l'eau de chaud. » Donc, malheureusement, Une petite tisane de le briques. vieux vieillard Bell ne connut pas le même sort que son fils Arthur et il mourut de faim le 1er novembre 1902, soit quelques jours à peine avant Mary Brown Hall. Alors, partie 2. Looking at you, Virginie Gobeil. Partie 2. Une infirmière rebelle aux méthodes peu orthodoxes. Mais quel genre de traitement recevaient les patients du sanatorium Mission, me demanderez-vous? Eh bien, il s'agissait de traitements qui échappaient à la science et à la médecine. En effet, Oh non, il flattait des cristaux. l'établissement de Virginie Gobeil opérait vraisemblablement dans l'illégalité la plus totale. Selon le docteur Vézina, celui-là même qui avait son bureau à côté puis qui refusait de prescrire des traitements sous prétexte qu'il savait qu'ils ne seraient pas suivis, il a confié à la presse que, et je cite, « Virginie Gobeil raisonne assez bien sur tous les points », fin de la citation, et elle était convaincue de pouvoir guérir non pas avec des médicaments ou des soins médicaux, mais avec le pouvoir de la prière et du jeûne. Commentaire? Crie. Les patients sur sanatorium étaient aussi traités à l'aide de frictions et de massages, mais surtout de prières et de jeûnes. Et c'est pour ça que le pauvre docteur Vézina, il avait beau passer et dire « Oh, vous devriez peut-être donner à manger à ces gens. » Virginie Gobeil lui répondait « Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses Non, ici. il n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur, alors il n'aura pas de pain dans son estomac tant que Jésus sera pas dans son cœur. Voilà. L'établissement opérait aussi sans licence médicale, sans licence d'établissement public et sans respecter les lois des bâtiments concernant la quantité de patients pouvant être traités dans un local d'une telle grandeur. On n'est pas bien parti, là. Voyez-vous, les petits amis, l'affaire, c'est que Virginie Gobeil était une élève du docteur John Harvey Kellogg, celui-là même qui a donné son nom aux céréales. C'est Monsieur Céréal! Le docteur Kellogg était un docteur de médecine qui était un véritable gourou du bien-être avant le temps, à partir des années 1880. Le docteur Kellogg appartenait à l'Église adventiste du 7e jour et beaucoup des principes des principes de santé qu'il appliquait à ses patients, parce que lui-même opérait un sanatorium, ils étaient vaguement, très vaguement inspirés de ses croyances religieuses. Entre autres, il prônait le végétarisme et l'abstinence complète, mais aussi d'autres choses pas mal plus whack.
Le docteur Kellogg était, comme beaucoup de personnes aujourd'hui et dans le bon vieux temps, un personnage assez problématique. D'une part, il était un espèce de pionnier de la science un pionnier de la médecine intestinale parce qu'il a été un des premiers à s'intéresser à l'idée qu'on pouvait avoir des bactéries dans notre intestin et que ça contribuait à la digestion. Mais, comme toute bonne chose a une fin, il était aussi un eugéniste qui voulait décourager le, et je cite, mélange racial, et qui encourageait aussi la castration des gens qui étaient jugés indignes de se reproduire. Soupir infini. The broken clock can be right Yes, twice a day. Le docteur John Harvey Kellogg est devenu super célèbre aux États-Unis parce qu'il opérait, comme je l'ai dit, un sanatorium. Le sien s'appelait... Parce que les États-Unis étaient comme « Wow, le racisme, on aime ça! » Absolument, ainsi que les bactéries dans l'intestin. Le sanatorium du docteur Kellogg s'appelait Battle Creek et était situé à Battle Creek, au Michigan. Comme c'est original. Non, mais c'est donc bien pensé. Je sais, c'est magnifique. Honnêtement, là, lui, dans une équipe de brainstorming, là, ça devait faire ses forts. Hey. Le sanatorium était opéré par l'Église adventiste et existait avant que le Dr Kellogg commence à le gérer. Il a été fondé en 1866, mais là, de 1976 à 1943, il a été géré par le Dr Kellogg personnellement. Oh. Attention, trigger warning de choses dégoûtantes et de mots désuets. Voici certaines méthodes, whack et plus whack encore, qui étaient utilisées au sanatorium du Dr Kellogg pour traiter diverses maladies et divers maux. T'es-tu prête? Let's go! D'abord, on a l'abstinence totale de sexe, d'alcool et de tabac, because la tentation du diable est le péché mortel. Les vendredis soirs vont être longs. Oui. Ensuite, le végétarisme. Le Dr Kellogg encourageait une diète faible en gras, faible en protéines, avec l'accent mis sur les grains entiers, les fibres et les noix. Donc j'imagine qu'il encourageait la diarrhée. Mais il y a un traitement pour ça au sanatorium du Dr Kellogg, par exemple, on va y revenir. Il encourageait aussi la mastication. Je pensais que ça allait dire la masturbation. Non! Ça va pas ça, la mastication! Le Dr Kellogg croyait qu'il fallait mâcher chaque bouchée 40 fois avant de l'avaler et que ça donnait une meilleure digestion puis ça réglait tes problèmes d'estomac. 40 fois! Je veux dire, oui, il faut bien mastiquer avant d'avaler, mais 40 fois, Jésus banane. C'est beaucoup. Il y avait aussi de la luminothérapie. Oh. Oui. Il avait construit des espèces de boîtes en bois où étaient installées des ampoules et tu pouvais te coucher dedans pour avoir droit à un bain électrique, comme ils appelaient. Ça sonne vraiment tweet. Oh boy! Non, mais j'avais ça, moi. Il y avait aussi la stimulation électrique et les électrochocs. C'était des petits électrochocs, je vous rassure. Ce qu'il appelait le courant sinusoïdal. Et il disait pouvoir ainsi traiter l'obésité, la tuberculose, les empoisonnements au plomb et même les problèmes de vision si on appliquait un électrode directement sur l'œil d'un patient. Non! Je savais que ça allait te lever le cœur, ça. Je suis pas capable, les tortures de yeux, là, je suis pas capable. Sais. Il y avait aussi l'hydrothérapie, comme aller au Strom Spa. Ouais. Au sanatorium de Battle Creek, on pouvait prendre des bains, mais c'était pas des bains normaux. C'était des bains qui pouvaient durer des heures, des jours, voire des semaines au besoin. Ben voyons donc. Et qui pouvaient traiter l'hystérie, les problèmes de peau, la diarrhée chronique, le délire et la manie. Ils vont te mettre dans un bain pendant des jours quand t'as la diarrhée. Tu penses que c'est dégueulasse comme idée? Si t'as des problèmes de peau, je pense que tes problèmes de peau vont se développer si tu restes dans l'eau trop longtemps. Tu vas devenir un maudit gros raisin sec. Oh, wesh! Oh, tu devais commencer à te désintégrer, tu devais commencer à devenir un bouillon. T'étais juste un ragoût ragoût d'animatrice de podcast. Oh, wesh! Il y avait aussi les lavements. Au café? Le docteur Kellogg était... Non, pas au café, mais à quelque chose d'autre. Le docteur Kellogg était un grand fan de lavement où il injectait 15 litres d'eau dans le péteux des gens, ce qui me semble être beaucoup de litres d'eau qu'on rentre dans le péteux des gens, mais aussi des fois du yogourt pour stimuler les bactéries. Wesh! Et sais-tu pourquoi 15 litres de yogourt dans le cul. Sais-tu pourquoi que Gwyneth Paltrow a fait une cure de silence? Pourquoi? Parce qu'elle Paltrow. Ah! Aïe aïe, ok. Pun intentionally. Yes. Ensuite, il y avait la chaise vibrante et la flagellation. Le Dr Kellogg a designé des affaires pour... Il y a du monde qui devait être comme... Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ah, ok. Il avait designé des affaires pour stimuler la circulation sanguine, ok? Comme une chaise en bois qui vibre bien fort. Puis si ça te tentait plus qu'il faut... si ça te tentait pas plus qu'il faut, tu pouvais aussi être flagellé pour stimuler la circulation sanguine.
Je confirme que les gens dont c'est le kink, ça stimule la circulation sanguine dans une certaine partie de leur corps. Mais j'irai pas plus loin, c'est un podcast familial. Gars, j'en ai un dernier qui est peut-être ton kink aussi, mais probablement pas pantoute parce que c'est le contraire de cette idée-là. La dernière technique dont je voulais vous parler, c'est les cures de masturbation. Ici, l'idée n'était pas de guérir par la masturbation, mais bien de guérir la masturbation elle-même en empêchant le monde de se masturber, comme en attachant leurs mains ou en bandant leurs organes génitaux. Sinon, il y avait aussi la circoncision à fret, qui apparemment décourageait les hommes de se toucher le papy. Et comme dans le film de Lobster, on met ta main dans un toaster. Non, il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas de toaster. Ah, c'est vrai. Après tout, selon le Dr Kellogg, la masturbation pouvait causer une mauvaise digestion, la cécité, les problèmes de cœur, l'épilepsie et la folie. Rien que ça. C'est pour ça que j'arrête pas de me fesser sur le plafond. Malgré toutes ces idées qui ne semblent pas agréables pour une scène, sauf l'affaire de la chaise vibrante pis tout, le sanatorium du Dr Kellogg a traité des patients très célèbres, comme le célèbre inventeur Thomas Edison et l'aviatrice Amelia Earhart. Pour vrai, je te jure. Comme quoi, il y a des gens qui aiment ça, les lavements de 15 litres de yogourt dans le péteux. C'est pour ça qu'elle a disparu, fallait qu'elle aille aux toilettes. Aïe, aïe! Elle a eu un accident dans son avion, puis ça sentait trop, puis ça a crashé. Virginie Gobeil était une avide follower de notre gourou du wellness, Dr. G.H. Kellogg. Elle avait travaillé pour lui pendant 2 ans à t-shirt I Heart Dr. Kellogg. Ah, avec un gros cornflake. Hey! Hey! Qu'il faut manger 40 fois avant de l'avaler. Donc, Virginie Gobeil, elle avait travaillé pour le Dr Kellogg directement à titre d'infirmière missionnaire et elle avait aussi travaillé pendant 5 ans à St. Louis, au Missouri. Et où elle opérait un sanatorium qui, selon elle, avait connu un vaste succès. Donc, elle avait pas juste... Selon elle, OK? Fait qu'elle avait pas juste inventé du jour au lendemain qu'elle était entrepreneur et créatrice de médias sur les réseaux sociaux. Elle avait de l'expérience et elle était revenue au Canada au début de 1900 pour s'occuper de sa pauvre mère malade qui habitait à Montréal. Alors, elle avait ouvert un sanatorium comme elle l'avait fait aux États-Unis. Tiens, maman, mange des raisins bran. Mange des raisins bran, puis bois de l'eau chaude. Dans son sanatorium... Une petite tisane de ciment. Oh. Non, il y avait des sortes de tisanes, mais c'était des tisanes funky. Ben, je pense que j'ai un menu plus tard. Ah, j'ai hâte. Ouais, non, c'est un peu spécial. Dans son sanatorium, comme on pouvait s'y attendre, à ce stade-ci, les méthodes de traitement étaient assez drastiques. Là, on parlait pas de l'hydrothérapie, que tu restes assis dans ton bain pendant 15 ans, puis toutes ces affaires-là, mais selon un article daté du 20 janvier 1903, Virginie Gobeil a expliqué que, et je cite, « Une alimentation contre nature cause tous les maux de l'humanité. » Dans les aliments contre nature, on comptait les viandes, le sel, le poivre et le vinaigre. Et le plaisir. Les plaisirs gastronomiques. Tous les plaisirs gastronomiques. Dans cet article-là, parce que là, on est en 1903, c'est après l'affaire de des premières personnes qui sont mortes dans son sanatorium et tout, elle était dans les journaux, non pas parce qu'elle était en procès ni rien, mais pour donner des conseils pour la santé des gens. Et l'exemple qu'elle citait, tu sais, que ces aliments-là, c'était mauvais, c'était le jeûne du Christ. Oh! Alors, si c'était assez bon pour le Fils du Seigneur, c'est assez bon pour ses patients. Le Seigneur a dit ta gueule. Le Seigneur a dit ta gueule. Alors, partie 3. Le long bras de la justice est long. Fait que, comme on l'a dit, son sanatorium opérait dans l'illégalité la plus évidente et avec des méthodes assez peu orthodoxes. Le docteur Vézina, le voisin d'à côté, il était bien embêté par ça. Mais malheureusement, il semble que ses tentatives de s'en mêler et de rectifier la situation auprès des autorités n'aient pas porté fruit. Nourrissez ces gens. Non, mais il a fait ça, puis quand elle a dit non, il a dit « D'accord, je vais aller voir la police. Oui. » Et ça n'a pas fonctionné. Celui-ci dit avoir visité à plusieurs reprises les bureaux d'hygiène et de santé de la ville et s'être fait renvoyer d'un commis à l'autre, se faisant continuellement répondre que ce n'était pas de leur ressort, comme quoi le tatouinage bureaucratique ne date pas d'hier. Ah là là. De surcroît, il était impossible de sévir contre Virginie Gobeil selon les commis du bureau d'hygiène, sous prétexte qu'il n'était pas possible de prouver qu'elle recevait de la rémunération en échange de ses soins. Et, de fait, elle n'en recevait pas. Virginie Gobeil n'avait qu'une employée, une assistante nommée Berthe Arendt, et l'établissement entier ne fonctionnait que par les dons des généreux et charitables des généreuses personnes charitables. Cette phrase n'avait pas de sens pensé. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, ouais.
Pourquoi La charité chrétienne. Exactement, et c'est pour ça qu'elle faisait ça, puis on va en reparler à la fin, parce que j'ai des extraits de journaux où c'est Virginie Gobeil qui parlait aux médias. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très complexe comme cas. Tu fais vraiment des phases dubitatives. Non, je suis comme, oui, non, je suis d'accord. Oui? J'ai hâte d'avoir la suite. D'accord. Alors, curieux, un journaliste de la presse est allé visiter le sanatorium, à l'instar de Nathalie Petrovski qui visitait la maison de Claire Lortie. On en a parlé dans notre épisode 6. Si ça vous intéresse, j'ai décidé d'augmenter mes plugs, j'en ai dans tous mes cas. Donc, de l'extérieur, l'établissement de Virginie Gobeil semblait, selon le journaliste, présenter un aspect assez macabre. Il occupait un espace auparavant occupé par 2 magasins vacants, et les immenses vitrines étaient fermées par des rideaux d'une blancheur douteuse, donnant à l'endroit l'aspect d'une maison abandonnée. Ew. Le journaliste de la presse, ayant visité l'établissement, a conclu son portrait avec cette vacherie. Les planchers des salles doivent aussi avoir des contacts très rares avec l'eau. Oh! Mais c'est très poétique comme manière de dire qu'ils font pas le ménage souvent. Maudit que j'aurais aimé ça être journaliste en 1902. Très du fun. Maudit que... Ben non, j'étais une femme, j'aurais dû me déguiser comme Moulin. Mais après ça, j'aurais eu du fun. Une moustache bien virile. Et voilà. Oui, alors, votre établissement de santé, puis-je le visiter? Je suis un homme. Je suis un homme, j'aime avoir un pénis, c'est incroyable. Ah! Je n'ai des relations qu'avec des femmes. Elles sont bonnes seulement à ça. J'aime les seins. Donc, lorsque notre brave journaliste a visité l'établissement de Virginie Gobeil, il a demandé à s'entretenir avec elle ou son assistante, Mlle Arendt, mais s'est fait répondre qu'elles étaient absentes parce qu'elles étaient allées à la cour ou au poste de police ou une affaire de même. Parce qu'en effet, suite à ces 2 morts de faim dont je vous ai parlé tantôt, le vieillard vieux M. Bell et Mme Brown Hall, celle qui est morte de faim, 2 enquêtes du coroner étaient ouvertes simultanément. Voici en gros ce qui est arrivé durant ces enquêtes préliminaires. D'abord, furent appelés à témoigner les docteurs McTaggart et Vézina, le voisin, mais aussi les proches de Mary Brown Hall et du vieillard vieux Frederick Bell. Et ils ont expliqué en gros ce que je vous ai raconté depuis le début de ce cas, fait que vous pouvez ici mettre sur pause et aller réécouter tout ce que j'ai raconté dans la première partie, puis ensuite revenir ici. On va vous attendre. On vous attend. Voilà. OK, c'est beau. Yeah. Dans les 2 cas, un jury décida que Virginie Gobeil devait subir un procès aux assises qui s'appelait alors le banc du roi pour la mort de M. Bell et de Mme Hall. Selon le coroner, le docteur Edmund McMahon, qui serait plus tard le coroner de l'incendie du Laurier Palace, notre épisode 67, Virginie Gobeil... il y en a des caméos! Il y en a d'autres qui s'en viennent, me semble. Il y a beaucoup de caméos dans mon histoire. Virginie Gobeil, selon le coroner, aurait dû savoir que le fait de ne pas donner de nourriture à ses patients pouvait possiblement causer leur mort. Donc, il y avait l'ombre d'un doute d'une responsabilité criminelle dans cette histoire-là. Quoi? Si je nourris pas les gens, ils vont mourir! Mais elle croyait le jeûne du Christ. Gagne de l'âge! Moi, je trouve ça super intéressant. Je vais en reparler à la fin dans ma conclusion, mais bon. Il y a 2 personnes à incriminer dans cette affaire. Madame Hall n'avait pas sa raison lorsqu'elle est arrivée au sanatorium. Une personne, M. Brown, son frère, est allé la conduire à cet établissement pour y suivre un traitement, et une autre personne, Virginie Gobeil, lui a administré le traitement. Bien que la bonne foi chez ces 2 personnes soit évidente, il y a une différence quant à leur responsabilité. M. Brown va mener sa sœur dans un établissement où il croit qu'elle sera guérie. Il est vrai qu'il savait qu'on ne donnerait pas de nourriture solide à sa sœur, mais ce qu'il ne savait pas, et n'était pas obligé de savoir, c'est que le traitement pouvait être fatal. Ce traitement par la diète forcée peut être bon dans certains cas. S'il tombe dans un cas où il est bon, il guérit, sinon il cause la mort. Mais M. Brown ne savait pas cela et n'était pas obligé de le savoir. C'est pour cela, je crois, qu'il devrait être excusé. La situation pour Virginie Gobeil est différente. Sa bonne foi est aussi hors de tout doute. Elle a cette foi qui peut soulever les montagnes. Il est évident qu'en soignant, elle voulait donner la santé et non la mort. Mais elle devait savoir que son traitement habituel n'était pas bon dans le cas actuel. Il y a une clause de la loi obligeant ceux qui soignent à connaître la médecine. La loi fait exception pour certaines personnes qui auraient une excuse légale, par exemple lorsqu'il n'y a pas de médecin dans le canton. Mais le sanatorium en question est à la porte des médecins. Voyant que Mme Hall ne pouvait plus prendre de nourriture par la voie ordinaire, Virginie Gobeil aurait dû employer d'autres moyens, c'est-à-dire l'injection. Là, je pense qu'il parle de l'intuber, là. Mais aussi, tu sais, aller chercher des médecins. Bon, fin de la citation. Ce que je trouve intéressant dans ce jugement, c'est qu'on soulève une question fondamentale. Qui a le droit de pratiquer la médecine? Même en 1903, il semble que pour le coroner McMahon, le fait de pratiquer une médecine alternative soit guidé par le jeûne et la prière. Il semble que pour le coroner McMahon, le fait de pratiquer une médecine alternative soit guidé par le jeûne et la prière ne pouvait être une justification suffisante pour opérer un sanatorium. En revanche, il y avait beaucoup de gens qui ne mouraient pas en étant soignés au sanatorium de Mlle Gobeil. Alors, je vous demande, chers auditeurs, sommes-nous vraiment en droit
d'accuser Virginie Gobeil d'avoir été criminellement négligente. Oui. Je pense qu'il faut se replacer dans le contexte. On est en 1902, c'est une société hyper catholique. Elle était convaincue qu'elle pouvait soigner avec la prière et le jeûne et ça semblait fonctionner pour d'autres, ce qui renforçait son biais cognitif. Était-elle donc tenue de comprendre la science derrière ce qu'elle faisait subir aux gens? C'était question pour un champion. C'est une bonne question. C'est une bonne question, hein? Ah oui. Parce que je trouve que, tu sais, je suis arrivée à ce stade-là dans mon histoire, j'étais comme, non, elle n'est pas criminellement responsable, elle pensait qu'elle faisait la bonne affaire. Mais c'est la même maudite affaire que Melchisedec. Oui. C'est ça qui m'a fait glacer le sang plus tard. C'est la même affaire. À ce stade-ci, la médecine, ça existait. Puis c'est plus comme aux autorités de la ville que ça aurait été la responsabilité de sévir, parce que la médecine, ça existait. C'est pas comme on est en 1400 quelque, je vais te faire une saignée, là. Non, mais je sais pas, parce que pour moi, c'est qu'il y a le moment où est-ce qu'il faut que tu reconnaisses que ça dépasse tes compétences, puis que tu fais comme, OK, là, la personne, comme elle mange plus, puis... Ouais. Genre, c'est rendu vraiment dangereux, puis là, va falloir que je passe au prochain, là, comme... Je pense que c'est comme, OK, oui, elle pensait qu'elle faisait la bonne chose, mais je pense qu'il y a aussi le moment où est-ce que tu reconnais que ça dépasse tes compétences. Ouais. Je pense que c'est ça mon point. C'est intéressant, non? Mais tu sais, parce qu'elle allait chercher de l'aide, puis elle allait chercher le docteur Vézina à la fin, mais il était toujours trop tard, en tout cas. En janvier 1903, les journaux allèguent qu'une nouvelle accusation pourrait être ajoutée, puisqu'une enquête du coroner devrait s'ouvrir sur la mort mystérieuse de Madame Boyd, qui était une patiente du sanatorium, et qui est décédée quelques minutes à peine après avoir été transférée à l'hôpital général de Montréal du sanatorium. Oh. Tristement, le procès de Virginie Gobeil pour le meurtre allégué de Madame Brown, Monsieur Bell et possiblement Madame Boyd n'a pas été relaté dans les journaux. Tout ce qu'on sait, c'est que le 4 mars 1903, la presse a annoncé que Virginie Gobeil avait été acquittée de son accusation d'homicide et d'accélération de la mort. Ensuite, Virginie Gobeil et son sanatorium sont tombés un peu dans l'oubli pendant 6 ans. La seule trace que j'ai réussi à trouver dans les vieux journaux date de septembre 1905. Virginie Gobeil organisait un genre de levée de fonds pour ouvrir un nouveau sanatorium. Yeah! Finalement, l'établissement de la rue Saint-Hubert a fermé ses portes et un nouveau est ouvert, rue Cohen, à Montréal en 1906. Partie 4. En l'an de notre Seigneur 1909. Oh là là! En 1909, Virginie Gobeil a de nouveau fait la manchette, encore une fois à cause d'une mort mystérieuse. Cette fois-ci, il s'agissait d'un vieux vieillard de l'âge vénérable de 62 ans, qui était décédé après être resté 8 semaines au sanatorium de Virginie Gobeil, désormais situé au 1139 rue Cohen. Selon le Dr McTaggart, encore lui, qui a procédé à l'autopsie encore une fois, la raison de sa mort était... l'inanition! Comme Madame Hall et Monsieur Bell et peut-être Madame Boyd! Il avait faim! Il avait trop faim! À un moment donné, il a perdu conscience puis il est mort. Encore une fois, le coroner McMahon a pogné les nerfs et a jumpstarté une enquête tout de suite. Celle-ci... Là, ça sonne comme les autres affaires sont arrivées il y a 7 ans. Maudite affaire, j'ai manqué ma shot! Qui apprend pas sa leçon! Ouais! L'enquête du coroner s'est déroulée de manière super speed et le coroner a signé des accusations qui ont été déposées contre Virginie Gobeil. Une autre enquête a ensuite eu lieu, l'enquête préliminaire, et cette fois-ci présidée par l'honorable juge Leet ou Lanctot. Ce qui n'est pas le même nom pantoute, mais ça dépend des sources. La plante dit casse-grain. La plante dit casse-grain. L'enquête est annoncée fin septembre et début octobre, elle est déjà conclue. En voici les faits saillants. My God. Je sais. Tout allait vite dans ce temps-là. Lors de la première journée, sauf quand t'es le pauvre docteur Vézina puis t'essaies de faire fermer le sanatorium, ça va pas vite. S'il vous plaît, cessez de tuer des gens. Les commis sont comme « Mais ce n'est pas de mon ressort! Allez au 12e étage, voir si on s'en fout. » C'est la maison des fous dans Astérix. Exactement. Alors, lors de la première journée de l'enquête préliminaire, on a appris que le monsieur qui est mort, qui s'appelait soit George ou James ou Joseph O'Neill, était malade depuis 2 ans au moment où il est allé à Montréal à partir de son patelin de résidence, Coaticook. Oh! La crème glacée! Ouh! Il est allé à Montréal spécifiquement pour recevoir un traitement dans le fameux sanatorium de Larry Cohen. Son fils, qui lui s'appelait véritablement James, est venu témoigner devant le magistrat Leet ou Lanctot que son père ne semblait pas plus mal en point que d'habitude lorsqu'il a été confié aux bons soins de Virginie Gobeil. En revanche, dans la presse du 20 novembre 1909, on racontait que M. O'Neill était malade, non pas depuis 2 ans, mais depuis 15 ans avant de se présenter à Montréal. Pauvre monsieur! Parce que branchez-vous à un moment donné. Là. Fait que James, le fils, le vrai, le seul et l'unique, il a aussi témoigné qu'il a vu son père manger une poire et une espèce de gruau au sanatorium. Comme quoi, il avait le droit de manger de la bouffe.
Même en la captivité, entre gros guillemets, de Virginie des Gobeil. Raisin Bran. Ah! Il allait bien. Ensuite, un docteur que je connais pas, qui est arrivé du nom de Dr Dupont, il est venu témoigner pour dire qu'il avait été convoqué au sanatorium quelques jours avant le décès de M. O'Neill pour venir attester de son état et déterminer s'il serait en mesure d'être transporté à l'hôpital. En revanche, pour le citer, il avait trouvé le patient à la dernière extrémité. Fin de la citation. Donc à l'article de la mort ou au bout du bout en bon français. Le docteur McTaggart était encore responsable de l'autopsie. Selon Virginie Gobeil, si Allô, Joseph moi. James George O'Neill, whatever son nom était, est mort, c'est parce qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. C'est ça qu'elle avait dit, Virginie Gobeil. Oh non. Par contre, le docteur McTaggart n'a trouvé aucune trace de cancer lorsqu'il a procédé à l'autopsie. Regarde-le. Il est pas là, le cancer, puis il sort des viscères. Toutes ces viscères ne sont pas cancéreuses. Alors, selon le docteur McTaggart, la cause de la mort était plutôt une néphrite interstitielle amplifiée par un manque de nourriture, whatever that means. C'est une infection urinaire? Je comprends. Non, je pense pas. Je comprends pas c'est quoi pantoute. Mais c'est amplifié par le manque de la nourriture. Pourtant, George, James ou Joseph O'Neill avait mangé lors de son séjour au sanatorium de Virginie Gobeil. Il a mangé une poire. Et du gruau. Mais voici une liste de son menu paru dans le journal Le Canada en septembre 1909. As-tu hâte? Oui. C'est par semaine. Justement, on approche du midi, là. J'ai faim. Voilà, c'est par semaine. Donc, Oh, wow. la première semaine, il a mangé de l'eau minérale, de l'eau d'aqueduc aussi. La deuxième semaine, il a mangé de la tisane de trèfle rouge et de la tisane de savoyane. Ah, ça, c'est très nutritif. Et la troisième semaine, il a mangé de l'eau minérale, de l'eau d'aqueduc, coupée aussi un peu avec un peu de jus de lime. Incroyable. La quatrième semaine, même régime que la précédente, en plus d'une tisane de pissenlit. La cinquième semaine, Merveilleux. même régime que la deuxième, donc tisane de trèfle rouge, tisane de savoyane. Et finalement, en sixième semaine, lait de beurre, céréales, pamplemousse. En plus, On commence il à reste avoir supposément des manger une actual poire et repas. du gruau. Wow! Mais au bout de 6 semaines de jeûne. Les avocats de Virginie Gobeil Ah. ont donc demandé au docteur McTaggart s'il pensait que le gruau n'était pas une nourriture convenable. Tu sais, il va manger du gruau, on l'a entendu tantôt. Oui, Ce à le quoi- gruau avec des petits œufs de dinosaures dedans. là. C'est ça. C'est tellement cute, ça. Ce à quoi le docteur McTaggart a répondu qu'il n'y avait aucune trace de nourriture dans l'estomac du docteur O'Neill lors de son autopsie. Non, pas de cancer, pas de nourriture. Donc, oui, peut-être qu'il en a mangé, mais que c'était trop tard pour le sauver. L'enquête préliminaire s'est déroulée les 4 et 5 octobre, et le 21 octobre 1909, le juge Lee Toulangeau a rendu son verdict. Est-ce que tu penses qu'elle va avoir un procès devant la cour d'assises? J'espère que oui, mais j'ai l'impression que non. Oui, elle allait en avoir Oh! un! Elle serait officiellement accusée d'homicide et subirait un procès devant la cour d'assises. Alors, partie 5. Pas la cour de debout, la cour d'assises. Hey, c'est ça ma joke. La partie 5, la cour d'assises, la cour de debout. Le procès à la cour d'assises s'est ouvert le 19 novembre 1909 et la défense a fait entendre qu'elle entendait... Elle fait entendre qu'elle entendait. La défense a fait entendre qu'elle allait faire comparaître 75 témoins. Fait que Montréal au complet dans ce temps-là. On va en reparler. Ah, d'accord. La couronne, quant à elle, a fait ça short and sweet. Le 20 novembre, elle a fait comparaître 3 médecins, Dr McTaggart, le Dr Dugas de tantôt qu'on a vu, et le Dr Mercier, qu'on sait pas c'est qui. Ils ont tous les trois dit qu'une diète drastique avait pu accélérer le déclin de la santé de M. O'Neill, qui était malade, on s'entend, depuis 2 ou 15 ans. Je confirme, c'était pas une bonne idée. La couronne a ensuite déclaré que son cas était clos, c'est tout. Ah. Et un des avocats de la défense a donc commencé sa plaidoirie, ses témoins et tout. Cet avocat de la défense était Maître Green Shields, le jeune avocat prometteur sur lequel tout le monde avait un crush dans l'histoire de Mary Gallagher. Oh! Notre épisode 2. Et que c'est beau la... vintage! Tu sais, là, je l'ai dit dans l'ancien épisode que j'étais une nerd de crime. J'étais tellement excitée quand j'ai lu le nom de Maître Green Shields. Oh mon Dieu, puis qu'il est revenu Maître Green Shields. Il a dit que Virginie Gobeil ne prodiguait pas des soins à titre de médecin et ne prétendait pas le faire non plus. Par conséquent, elle ne pouvait pas être trouvée coupable d'homicide involontaire, mais serait plutôt coupable de ne pas avoir su prodiguer des soins pour prolonger une vie qui était condamnée de toute manière. Que d'éloquence, Monsieur Greenchild. Vraiment, Monsieur Grillcheese. Alors, Monsieur Grillcheese... Non, mais c'est ça, en d'autres mots, il a dit « Elle ne prétend pas avoir la capacité de soigner. Si on peut la trouver coupable de quelque chose, c'est de ne pas avoir su comme prolonger une vie qui était condamnée de toute façon. » Mais peut-on la trouver coupable de ça? Oui. C'est la question du Maître Grillcheese. La réponse de Maître Hibbard, l'avocat de la couronne, est venue péter bien vite la balloune de Maître Greenshields. Je vous cite la presse. Maître Hibbard, avocat de la couronne, prétend au contraire que du moment que la femme Gobeil soignait, la femme Gobeil, tabarnak,
La femme Elle gobeille. devait traiter son client comme une personne connaissant son affaire et qu'en agissant autrement, elle était coupable de grave négligence. Fin de la citation. La femme gobeille. Ouais. La gobeille, tabarouette. Oups, bref... La femme côté, elle sortit fort, fort, fort. La côté, elle se retient, puis à partir du moment où est-ce que tu dis que tu vas soigner du monde, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, sinon, ben c'est de la négligence. Bon. Alors, Maître Green Shields Grilled Cheese a aussi demandé à retirer la clause de l'appréciation des jurés. Ah. Et le juge, l'honorable Trenholm, a décidé de prendre quelques jours pour y penser. Donc, ce qu'il demandait, On va aller prendre un break. c'était de juste rejeter le procès altogether, puis peut-être aller à comme une décision qui venait du juge, mais non pas des jurés. Bon. On dirait que le juge a rejeté l'idée de rejeter le procès en général, parce que le lundi suivant, le procès a continué. Donc, la couronne ayant conclu sa présentation de témoins avec les 3 témoins tantôt, la défense a continué à faire défiler ses 75 témoins promis. Voici quelques exemples de témoignages. Monsieur Gregory, qui était propice à l'apoplexie, a subi un traitement de 56 jours au sanatorium, durant lesquels il n'a rien mangé et il a été complètement guéri de son apoplexie. Et maintenant, je n'ai plus d'apoplexie. Merci, Virginie Gobeil. Voilà! Tous les témoignages 100%, finissaient par 5 merci, Virginie Gobeil. Madame Matt a été traitée pendant 29 ans par des médecins qui ne sont pas venus à bout de ses problèmes, qui incluaient la nervosité, la tuberculose, la paralysie et la dyspepsie. Hey, ça va pas bien sa vie. En revanche, lorsqu'elle a séjourné au sanatorium pendant 27 jours pour soigner ses maladies de foie, ses rognons et 6 autres maladies anonymes, elle a été complètement guérie et elle jeûnait pendant tout ce temps-là. Je suis guérie. Je ne suis plus paralysée. Avant, j'étais paralysée. Maintenant, je ne suis plus paralysée. C'est grâce au jeûne. Madame Matt Le jeûne était du aussi Christ. le jeûne du Christ. Madame Matt était aussi au sanatorium en même temps que Monsieur O'Neill, le gars qui est mort. T'sais. Elle dit qu'il a été soigné à l'eau la première semaine, mais la deuxième semaine, à la babarre et au jus de fruits. C'est ça la crème de beurre que je te disais tantôt. Fait que il n'était pas à jeun, OK? Il buvait du jus de fruits. Puis aussi de la babarre. Madame Prévost, quant à elle, aurait vendu une bouteille d'eau minérale à Monsieur O'Neill, mais elle sait pas s'il l'a utilisé comme il était censé, fait que, basically, c'est de sa faute s'il est mort. Comment utiliser de l'eau minérale? Non, rentre-toi pas dans le nez, monsieur! J'ai rien compris de ce témoignage-là. Il se l'est mis dans le péteux, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, il savait pas comment lire les instructions de la bouteille d'eau minérale. Ensuite, Virginie Gobeil elle-même est venue témoigner. Elle a parlé de sa vie, de ses expériences auprès du Dr Kellogg et au sanatorium de St. Louis, au Missouri. J'ai soigné les cheveux. Et les cow-boys. Soigne tous les c'est ça, tous les gens sur le ranch. Elle a expliqué que M. O'Neill était très malade quand il est arrivé au sanatorium et elle n'a accepté de le prendre comme patient que parce qu'il insistait beaucoup. Cela dit, elle avait peu confiance en ses capacités à lui sauver la vie, selon ses dires. Virginie Gobeil a dit avoir soigné en moyenne 61 patients par jour depuis 9 ans, soit depuis son arrivée à Montréal. Par jour? Au total, elle disait que ça faisait environ 6000 patients et que sur ce total, il n'y avait qu'une trentaine d'entre eux qui étaient décédés, fait que c'est une bonne moyenne et elle avait réussi à sauver bien du monde. Là, j'ai fait le calcul. 61 patients par jour, pendant 9 ans à 6 journées par semaine parce qu'on travaillait pas le jour du Seigneur, ça fait 171 837 patients, ce dont je doute fortement parce que je veux dire, en l'an 1900, la population de Montréal était de 276 000 personnes. Ça voudrait dire que Virginie Gobeil aurait soigné plus de la moitié de la métropole en 9 ans. Le monde, il venait de Québec, là. Il était comme « Wow, madame, empêchez-moi de mourir! » 171 000 personnes! C'est immense! Ça se peut pas, son affaire. Puis je l'ai vu à 2 places, le chiffre de 61 patients par jour. C'était dans 2 articles différents. J'ai dit « Mais ça se peut pas! Immense. Ça fait pas 6 000 patients! 61 patients par jour! » En tout cas, ça n'a pas d'allure pantoute. Je voulais dire que, bon, c'est ça, en tout cas. Virginie Gobeil a aussi dit avoir soigné un cancer de l'estomac en 20 jours, ce qui a été contredit immédiatement par le Dr McTaggart, qui Non, il n'y a avait affirmé... pas de cancer. Regarde, je l'ai, l'estomac. Non, en fait, il a dit le contraire. Il a dit tu peux pas avoir soigné un cancer de l'estomac en 20 jours parce que, selon la science et la médecine, on n'est pas capable de traiter un cancer de l'estomac. Ouais, je pense pas que dans ce temps-là, la radiation, ça existait fort fort. Non, fait que c'est impossible que tu l'aies fait. Ta gueule. F.U. Virginie. Le Seigneur a dit ta gueule. La femme Gobeil, ta gueule. Finalement, le juge a demandé à Virginie Gobeil pourquoi elle n'avait pas appelé un médecin pour examiner M. O'Neill si son état lui semblait si grave. Tu sais, quand il était arrivé au sanatorium, il est resté 8 semaines quand même.
Elle a répondu que M. O'Neill était venu la voir justement parce que ça faisait 30 ans qu'il était soigné par des médecins qui n'arrivaient pas à le guérir. Puis on l'a entendu dans le témoignage de Mme Chose, là, que ça faisait 29 ans qu'elle se faisait traiter pour la tuberculose, puis tout, là. Puis sa paralysie. Le monde se ramassait au sanatorium parce que ce qu'il y avait, ça échappait à comme les compétences de médecine des médecins du temps. Ce qui est beaucoup aussi quelque chose que le monde font aujourd'hui. Ouais. On peut réfléchir à ça. Donc, elle a affirmé que ni elle, ni M. O'Neill ne faisaient confiance en les médecins et en la science. Sans doute qu'elle avait juste confiance en Dieu. La science, c'est le démon! La science vient d'où? Du yob en personne! Dans son adresse au jury, l'honorable juge Trenholm a expliqué au jury la loi concernant les personnes qui entreprennent de guérir les autres. Apparemment, c'est une loi. La loi oblige 2 affaires. D'abord, d'avoir les connaissances médicales et habiletés nécessaires, et ensuite de n'apporter aucune négligence au cours de leur traitement. My God, j'ai mal écrit cette phrase. Donc, t'as compris, là? Ouais, Bon, voilà. Pas de négligence. Donc, on doit avoir des connaissances et ne pas négliger le monde. Sans cela, en cas de mortalité, une personne peut se rendre coupable de négligence criminelle. Dans ce cas-ci, a souligné le juge, Virginie Gobeil avait fait un faux diagnostic puisqu'elle croyait que M. O'Neill souffrait d'un cancer de l'estomac, mais que pendant l'autopsie, ça a été prouvé le contraire. Cela prouvait, selon le juge, que Virginie Gobeil n'avait pas les connaissances médicales pour soigner les malades. Aha! Case in point, touché coulé. Mais il semble que tu devrais pas guider tes jurés de même, M. Trenholm, mais... Les jurys sont supposés être comme... de voir les deux côtés puis de décider à partir de là. Oui, mais pas en 1909, puis les femmes n'ont pas le droit d'être des jurés non plus parce que c'est des femmes. Le jury s'est retiré et a délibéré toute la nuit, et le lendemain, le 23 novembre 1909, il a livré un verdict. Veux-tu le deviner? Coupable d'être une femme. Et aussi de négligence. Culpabilité. L'avocat de Virginie Gobeil a demandé la clémence du juge et a réussi à éviter à Virginie Gobeil d'aller en prison, en l'échange de quoi elle devait immédiatement fermer son sanatorium. Partie 6. Le fin mot de l'histoire. Oh. Là, je me suis calmée un peu, les jeux de mots niaiseux. La cour de bout et la cour d'assises. Le lendemain, le 24 novembre, Virginie Gobeil a reçu dans son sanatorium un autre maudit journaliste de la presse. Ah. Grâce à cette visite, je peux vous livrer... C'est encore livrer... toi avec une moustache. Oui, c'est ça. Bonjour, madame. Hey, j'ai lu votre article, vous avez dit qu'on lavait pas nos planchers. Grâce à cette visite, je peux vous livrer ses impressions de son procès et de sa sentence, en ses propres mots. Oh. Moi, j'ai trouvé ça précieux, ça. Le journaliste a commencé par lui demander ce qu'elle allait faire désormais. Comment Virginie Gobeil a répondu « Oui, comment tu feels? Comment ça va? Tu veux-tu une petite tisane de pissenlit et de trèfle rouge? Tu veux-tu manger une roche? Tu veux-tu un peu de babeur? » Donc, il a demandé qu'est-ce qu'elle allait faire désormais. Virginie Gobeil a répondu « Ce que je vais faire désormais, ou mieux, ce qui va m'arriver, n'est-ce pas ce que vous voulez dire, monsieur? » Est-ce que je le sais, ayant à peine ressaisi ma pensée et encore sous le fait de cette impression de malaise et d'inquiétude qui vous envahit devant l'appareil judiciaire et après toutes les formalités et décisions du tribunal auxquelles on vous soumet, est-on capable de réflexion? Toute une poète. Mon Dieu, les gens étaient donc bien éloquents à cette époque-là. I know. Elle a fini par répondre qu'elle allait surmonter toutes ces épreuves et se trouver un nouvel emploi pour gagner sa vie et s'occuper de sa pauvre mère malade qui était encore en vie. T'sais. Elle a aussi évoqué la possibilité de retourner travailler aux États-Unis où elle avait connu un grand succès, on s'en rappelle. Sur une ferme aux États-Unis. Dans le Missouri, à soigner toutes les vaches. Quant à sa sentence, Virginie Gobeil a expliqué qu'elle avait reçu de la part de ses avocats l'offre de fermer le sanatorium pour éviter de faire de la prison et que ceux-ci lui ont fortement conseillé d'accepter. C'était pas son idée à elle. Elle a expliqué « Ce n'est pas l'image d'un cachot qui m'a engagée à renoncer à mon œuvre, mais la pensée que ma vieille mère pourrait tomber dans la misère. » Elle a aussi prétendu que des nouveaux patients s'étaient présentés au sanatorium depuis la veille et qu'elle avait malheureusement dû leur fermer la porte au nez, comme quoi des patients voulaient toujours de ses services. Je la cite encore. « Ce que j'ai fait depuis les 9 années que j'habite ici, c'est par pur amour de Dieu et du prochain. Je n'ai jamais exigé un sou de mes patients. Je maintiens mon œuvre par un peu d'argent que je possédais et par l'aide de mon frère. Mes juges ont déclaré que les motifs qui me poussaient à soigner mes semblables étaient bons et que j'étais une femme intelligente et bonne. J'ai encore des patients chez moi. Ils se présenteront aujourd'hui chez le juge qui m'a condamné pour lui demander l'autorisation de terminer le traitement déjà commencé, et quant à moi, je me soumets à la loi. » Par la suite, Virginie Gobeil a vraisemblablement disparu. Elle est peut-être retournée aux États-Unis comme elle l'a annoncé, mais puisque je n'avais pas envie de payer 74 et 62 US pour m'abonner au registre newspaper.com, j'ai le regret de vous annoncer que ma recherche se termine ici. Fait que là, on est en droit de se demander, Virginie Gobeil était-elle la première tueuse en série du Canada? Comme le prétendait Éric Veillette dans son blog.
Parce que partout, ça dit « Ah, Virginie Gobeil, c'est la première tueuse en série! » Est-ce que c'est vraiment le cas? Techniquement, elle a causé la mort de 4 personnes par négligence et ça a été prouvé en cours. Il y avait aussi d'autres victimes alléguées. Par exemple, durant le premier procès en 1902, son assistante, Mademoiselle Berthe Arend, est allée voir le juge à la fin pour lui parler d'un patient du sanatorium dont l'état était critique puis lui demander des conseils. C'était rapporté dans la presse. Le juge lui aurait conseillé d'envoyer immédiatement le patient à l'hôpital, mais on n'a aucune idée de ce qui a pu se passer par la suite, puis ça n'a jamais été rapporté. Aussi, 1 mois après la condamnation de Virginie Gobeil, un autre journal a ressorti des boulamites une autre victime alléguée, George Wilton Wadley, qui serait décédé au sanatorium après avoir jeûné pendant 32 jours pour soigner un cancer de l'estomac en 1906. Alors, Audrey, qu'est-ce que t'en penses? C'est la fin. Je suis pas d'accord avec le titre de première tueuse en série, parce que, je veux dire, c'est pas une tueuse en série. Non. Je pense pas, je veux dire, je suis pas dans sa tête. Mais de ce qu'on sait, les faits que tu m'as donnés, la mort était pas dans son intention, c'est de la négligence, puis justement, elle pensait qu'elle faisait la bonne chose. C'est pas comme dans Misery, où l'infirmière Annie Wilkes a fait exprès de tuer des gens en leur administrant les mauvais médicaments ou des doses fatales. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est pas un ange de la mort. Là. Souvent, c'est ça qu'on utilise comme terme quand on parle des infirmiers et les infirmières qui abusent de leur... Qui font des abus de pouvoir. Oui, voilà. Pour provoquer la mort Pour provoquer la mort, c'est ça, gens, c'est qu'elle a pas voulu provoquer la mort, puis pour l'étiquette de tueuse en série... bon, j'ai pas étudié là-dedans ou quoi que ce soit, mais il me semble que ça prend comme l'intention de provoquer la mort, tandis qu'ici, c'est de la négligence, c'est un manque de connaissances, mais justement, je veux dire en plus, avec la foi chrétienne puis tout ça, je veux dire, tu veux pas provoquer la mort de quelqu'un, c'est comme ça que tu perds ton ciel en tuant quelqu'un, fait que je pense vraiment que c'est elle a bite off more than she could chew. Oui. Il y a eu de la négligence, je suis pas en train de la pardonner ou quoi que ce soit, mais non, c'est des morts par négligence, c'est pas un ange de la mort, c'est pas une tueuse en série, c'est quelqu'un qui pensait qu'elle faisait bien les choses, mais non, puis je pense que oui, c'est la bonne chose de fermer le sanatorium, parce que comme... Ouais, mais on le sait qu'elle est allée aux States pour en ouvrir un autre. Ouais, c'est juste parce que j'ai pas été capable de trouver sa trace, puis j'ai essayé de plein de façons différentes, justement, dans Google, mais les bases de données de journaux américains, c'est pas... moi, j'en ai pas trouvé qui était accessible, puis que j'étais capable de fouiller, mais on le sait que c'est ça qu'elle est allée faire, là. Oui, c'est juste ça qu'elle savait faire. Un autre. Ouais. Mais t'aurais pu devenir sœur, Virginie Gobeil. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme recherche, justement, parce que plus j'y allais, plus je me disais, c'est pareil comme mourir en conscience. Oui. Sauf que ça se passe 100 ans avant. À un moment où est-ce que on s'attendait pas à ce que les femmes aient des connaissances, en général, aient des études, où est-ce que les informations n'étaient pas accessibles comme elles le sont aujourd'hui avec l'Internet et tout, où est-ce que la foi puis la charité chrétienne, ça occupait une part très, très importante dans la vie de tous les Canadiens français, là. Moi, j'y donne le bénéfice du doute, puis je pense que c'était une bonne personne qui a fait de son mieux. Puis c'est vrai qu'elle a soigné énormément de gens avec son affaire du jeûne. Il y avait clairement quelque chose qu'elle avait compris, un peu comme le Dr Kellogg, tu sais. Oui, le jeûne, ça a des bons côtés, tu sais. Oui, ça peut t'aider avec tes ulcères d'estomac, whatever. Oui. C'est ça. Puis de changer la diète aussi, quand tu souffres d'ulcères d'estomac, c'est super bénéfique. Là. C'est vraiment, il y a des aliments qui provoquent de l'inflammation, de la douleur. Oui. Fait qu'en éliminant certaines choses de ta diète, oui, tu vas aller mieux. C'est vrai. Oui. Absolument. Moi, je pense qu'elle faisait la bonne chose. Puis, tu sais, elle allait chercher de l'aide quand ça, justement, échappait à ses compétences. Mais il était trop tard. Mais c'est comme... Je pense que dans son cas, je suis prête aussi à lui donner le bénéfice du doute. Oui! De toute façon, ça fait trop longtemps. I'm getting soft. Ça fait trop longtemps, mais je le donne pas à Melchisedec. Non! Parce que ça, je suis comme, non, ça, c'était un grift. Parce que c'était une arnaque. Oui, ça, c'était pas la même chose. Même s'il était convaincu, c'est parce que... Il y a une différence entre... C'est ça l'affaire, c'est le pouvoir de la conviction puis de la foi, tu sais. Pour l'affaire de Melchisedec, c'est Léna. Si elle était convaincue qu'elle était, tu sais, un canal pour l'esprit de Melchisedec et tout,
C'est une affaire si tu décides que t'es voyante ou médium ou whatever, tu reçois du monde chez vous puis tu leur parles de leur vie antérieure puis tout, c'est parfait. Mais effectivement, on sait à ce stade-ci que tu touches pas à des affaires de médecine. Non, c'est... Fait que les affaires de hutte de sudation, enfermer du monde dans des cercueils puis tout ça, non. Puis il y avait tout le côté vraiment sectaire aussi, où est-ce qu'il y avait, tu sais, une escalation des moyens, où est-ce que, tu sais, il faut que tu ailles à des séminaires, faut que tu sais, pour devenir accrédité comme réaligneuse de chakra ou whatever, il me semble que c'est ça qu'elle faisait la femme qui était décédée. Puis, tu sais, il faut toujours que tu payes de plus en plus pour aller là, puis c'est de plus en plus sélect, il y a de moins en moins de monde qui peuvent y aller, fait que toi, t'es spécial parce que tu y vas, puis il y a toute cette mentalité-là qui entourait. Je trouve que ce bout-là, c'est dangereux, puis maintenant, on devrait être au courant. Mais c'est ça, T'sais? puis comme... te prétendre être un canal pour un être céleste, là, Ouais. c'est comme une étape de plus. C'est une étape Parce de que plus, mais je trouve Virginie que... Gobeil disait comme... Elle disait pas ça. Non, elle disait servir Dieu, puis dans ce temps-là, c'était quelque Ouais. chose que les gens disaient, comme les gens, la foi chrétienne, oui, c'était vraiment Ouais. comme des principes de vie auxquels tu t'astreignais puis que tu suivais pour gagner ton ciel. Puis elle, c'est ça qu'elle faisait. Elle prétendait pas être la réincarnation de Jésus ou Non. quelque chose comme ça, là. Non. Comme ça, pour moi, dans le cas de Selena, c'est comme beurré épais pour convaincre les gens, là. Oui, absolument. Ah. Fait que c'est ça, j'avais beaucoup d'émotions très paradoxales par rapport à cette histoire-là, parce que je me disais, tu sais, elle essaye, la madame. Puis oui, c'est aux autorités à intervenir. Mais c'est pas parce qu'elle essayait de faire du mal, puis c'est pas parce qu'elle a fait du mal intentionnellement, c'est de la négligence. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, toute l'affaire de « j'ai jamais pris de paiement et tout », on le voit. Elle faisait pas ça pour s'enrichir. Elle faisait pas ça pour sa réputation ou whatever. Elle faisait ça pour aider les gens, soigner les gens, puis elle était revenue à Montréal pour s'occuper de sa mère. Fait que c'était pour « OK, ben je vais m'occuper. Je pense avoir des connaissances qui peuvent améliorer la santé des gens. Je vais m'occuper pendant que je suis ici à vivre puis à aider ma mère. » Elle faisait ses bonnes œuvres chrétiennes, tu sais. Mais c'est ça, puis je veux dire, C'est c'était weird, les mais- sœurs qui servaient dans les hôpitaux aussi à cette époque-là. Fait que Ouais. c'était beaucoup la charité chrétienne qui est à la base des soins de santé au Québec et au Canada. là. Ben oui. Fait que non, je pense qu'on est d'accord, toi puis moi. Oui, C'était- je pense que oui. Je trouvais que c'était drôle parce que c'était une zone de gris, parce que c'était très similaire justement à l'histoire de mourir en conscience, mais qu'en même temps, je trouvais que c'était aux antipodes complètement à cause du contexte social, puis à cause de exactement la manière dont les choses se sont déroulées. T'sais. Elle a dit, en 9 ans, j'ai soigné 6000 personnes, il y en a 30 qui sont mortes. Oui, c'est des bonnes stats. C'est vrai. C'est quoi, c'est 0,5%? C'est vrai, je veux C'est dire. des bonnes stats, je veux dire. Il y a plus de monde qui meurt, tu sais. Mais là, ça, c'est super morbide, mais... Tu sais, j'allais dire, il y a des plus hautes, tu sais, pourcentages de morts quand le monde accouche, Oui, tu sais. je veux dire... De bébés qui meurent et tout. C'est la nature, à un moment donné. C'est ça, elle peut pas soigner tout le monde, tu sais. C'est ça, puis je veux dire, même le meilleur médecin au monde a perdu des patients. Oui, là. oui, C'est absolument. pas, la médecine, même maintenant, avec tous ces développements, est toujours pas foolproof, là. Il y a encore des gens qui décèdent, puis... Oui. Non, je pense que dans son fin fond, elle voulait pas faire du mal aux gens. Non, je pense pas. Fait que moi, je pense qu'on y enlève sa couronne de première tueuse en série du... Ben, Canada. c'est qu'elle ne mérite pas, là. C'est pas ça, la définition de Non, j'ai l'impression que c'est comme... tuer en série. C'est Non. comme... Parce que pour être un tueur en série, c'est comme... Ou une tueuse en série, c'est l'intention de provoquer la mort, c'est comme... Puis le mot série, c'est vraiment parce que tes victimes se ressemblent aussi, elles correspondent Ouais. toutes à un même type, tandis que là, c'est comme des personnes qui venaient se faire soigner, puis elle les a échappées. C'est ça qui est arrivé. Ça a Ouais. échappé ses compétences, puis elle les a perdues. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Mais c'était pas intentionnel. Non, je trouve ça très drôle. Tu sais, je trouvais que c'était un autre exemple. Tu sais, que ça montre la pertinence de ce qu'on fait pour se donner des petites tapes dans le dos. Mais ça me rappelait aussi l'affaire de Valérie Fabricante, où est-ce que je t'ai arrivée puis je t'ai dit, OK, moi, j'ai toujours entendu dire, il a tué tout le monde parce que tout le monde voulait y voler ses articles. Mais la question était tellement plus complexe. Oui. Et c'est juste une journalistique. Ça, c'est la même chose. Virginie Gobeil, première tueuse en série. C'est très sensationnaliste, ça Oui. punch, mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est plate, là, mais le monde, on est tous dans des zones de gris, là. Puis souvent, quand tu fais des recherches sur des crimes, justement, Et ça change C'est ta tout noir. perspective. Oui. Oui. Puis, tu sais, je pense que quand les gens, justement, posent des questions sur l'éthique du true crime, etc., mais
comme je pense que ça, c'est un cas de comme, ben, il faut peut-être faire attention aux mots qu'on utilise. Ouais. Parce que non, c'est pas une tueuse en série, là. Comme tu lis Non. le titre, puis après tu lis l'article, puis il y a rien qui match. Ben non, c'est ça, je trouvais ça... Moi, ça m'a fait de la peine. Sérieux, la fin de cette affaire-là m'a fait de la peine, puis quand t'as raconté, tu sais, il y a encore du monde qui sont ici, puis ils veulent finir leur traitement, mais moi, je vais me plier à la décision des autorités, puis tu sais, Puis justement, je suis qu'elle triste dit, de je sais fermer pas, ça, il va falloir que j'aille ailleurs maintenant avec ma mère, puis... C'est ça, quand elle dit, ben, je vais Ah. me plier aux décisions des autorités parce que ma mère dépend de moi, puis je peux pas aller en prison, ma mère va se retrouver toute seule. Oui, Je veux dire, c'est la preuve de quelqu'un qui est comme, c'est triste. ben, je vais pas continuer, là. Non. Parce que Serena, je m'excuse, mais elle va continuer, là, elle va s'en trouver un autre. Ouais, je sais. Mais elle avait beaucoup regretté depuis qu'il l'avait menacé de faire de la prison. Là. Oui. Elle était une femme changée. Une femme changée. Oh, elle avait fait Une une nouvelle séance femme. de thérapie. Puis elle était une femme changée. Elle a vu la lumière. Ah, là là là. La lumière de Dieu. Tabarnouche. Fait que, ouais, c'était ça l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui. Ben, c'était vraiment intéressant. N'est-ce pas que c'était le fun? Ben oui. Parce Hey, que je suis moi, tellement je contente m'attendais à d'en quelque chose, creuser, puis on a là. fini avec d'autres choses complètement. Hein. Je sais, j'aime tellement ça creuser dans les vieux cas puis dans les vieux journaux puis tout ça parce que souvent c'est des affaires comme ça où est-ce que justement c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense à la base puis je veux dire c'est super manichéen justement quand tu fais de la recherche sur le true crime c'est super manichéen. Puis c'est pas une question de tu sais d'humaniser les tueurs ou de glorifier les tueurs whatever. Non, c'est pas ça, c'est juste de comprendre justement les nuances dans tout un contexte sociopolitique, dans comme la conception qu'on avait de la médecine avant, dans la conception qu'on a aujourd'hui de ce qui qualifie être un meurtre, tu sais. C'est ça. C'est-tu des meurtres, ça? Non. C'est ça. un accident. Plus un accident qu'autre chose, oui. Puis, tu sais, il faut pas oublier aussi que les études en médecine, c'est pas accessible à tout le monde. Là. Ça l'est pas présentement, puis ça l'était encore moins dans ce temps-là. Non, c'est ça. Puis justement, si t'étais une femme, oublie ça. Tu sais, il y a une raison pour laquelle on dit les remèdes de grand-mère. C'est parce que, comme, les femmes se sont passées des connaissances de génération en génération. Puis, tu sais, comme remède de grand-mère, c'est de la manière de dire, comme, non, ça, c'est pas la médecine officielle, mais comme, il y a des choses qui fonctionnent, là. Oui. Manger du gingembre quand t'as mal au cœur, ça marche. Oui, c'est vrai. Marcher 40 fois tes cornflakes avant de les avaler, ça marche-tu? Je sais pas, j'ai pas essayé, ça me lève le cœur juste y penser. Mais ça dépend, sont-tu mous ou comme, sont-tu dans le lait tes cornflakes quand t'es mangé 40 fois ou Mais juste à penser ils à vont comme, devenir mous, anyway. garder ça dans ma bouche aussi longtemps, là. Tantôt, je vais te filmer, tu vas manger Non. un mini-wheat 40 fois puis l'avaler après, puis Non, on il y a va quelqu'un mettre qui ça c'est son king sur Internet. Oui, mais c'est ça que j'allais dire, on va mettre ça sur Patreon, ça va nous attirer plein de patrons. En plus des photos de nos pieds. Je vais venir les mâchoires musclés. Fait que voilà, Alors, c'était mon cas pour aujourd'hui. c'était fascinant. J'essaie! Fascinating. Merci! Alors, merci tous et toutes d'avoir été parmi nous, entre chats, parmi nous. Des nôtres, ils ont bu la verre comme les autres. Ils ont bu leur petite tisane de chaud comme les autres. S'il vous plaît, ne buvez pas des tisanes. Ils de boivent de la briques. tisane de trèfle rouge jusqu'à ce que ça cogne. Alors, merci d'avoir été des nôtres. On espère que vous avez aimé l'histoire que nous avions pour vous aujourd'hui. Notre comeback. Notre comeback. Mais c'est On comme, est les comeback c'est comme le kids. deuxième comeback des Comeback Kids, c'est ça. exactement. Comeback Kid. Excellente chanson de Sharon Van Etten. Tell her about it. Non! On l'avait dans la tête tantôt. Oui, on se la chantait tantôt. Billy Joel, oui. Guillaume Joël. Guillaume. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui et que vous aimeriez nous supporter, vous aimeriez nous conseiller des cas, vous aimeriez nous conseiller un café, faites-le. Nous sommes disponibles, nous sommes à votre écoute ou unpeudecrime@gmail.com. Nous sommes sur Facebook @unpeudecrime, nous sommes sur Instagram @unpeudecrime. Dans ton café, si vous aimeriez... Oh, je fais shaker les micros. Oui, c'est ça que je viens de voir. Arrête de faire ça! Excusez, je me prenais pour une laveuse. Merci. Alors, si vous aimeriez nous soutenir de manière monétaire, vous pouvez le faire en allant sur Patreon. Nous avons un Patreon, vous pouvez nous donner un petit peu de sous pour nous aider à continuer ce beau projet. Il y a différents tiers qui vous donnent différentes choses, entre autres accès au Discord pour voir des photos de nos projets de tricot, de nos chats et de nos recettes. Et nous allons maintenant remercier ces nouvelles personnes qui se joignent à nous. Merci. On avait arrêté la semaine passée. Amélie Jade. Parfait. Alors, merci Lauriane. Merci Monica.
Merci, ma petite vache à mal aux pattes. Tirons-la par la queue, elle ira bien mieux dans un jour ou deux. Merci, Marie-Pierre Cyr. Merci, Charlie Gervais. Merci, Karine Fauché. Merci, 99 Racing. Et merci, Karine Dubois. Merci, c'est vraiment apprécié. Vous nous aidez à rester indépendante, pas d'annonce. Oui. Juste chez nous, dans notre salon, bien Ouais. installé. Avec notre studio maison. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a pas longtemps pour me dire pourquoi vous offrez pas un tiers ou est-ce que le monde vous font une contribution volontaire une fois, tu sais, juste un don. J'ai vérifié, puis ça se peut pas. Puis dans les guides, oui, je veux dire ça se peut, c'est une chose qui existe. Moi je crois pas à ça les dons. Mais, non mais j'ai sur C'est pas vrai. sur Patreon, il y a uniquement des abonnements mensuels. Fait que là, sur le site de Patreon même, ça se disait « Dites à vos abonnés de vous abonner, puis ensuite de se désabonner. » J'étais comme « Ok, c'est niaiseux. » Fait que je pense qu'on devrait juste rendre notre PayPal accessible. Ah oui. Comme ça, oui, je vais travailler là-dessus dans les prochains jours. Puis comme ça, si vous voulez nous faire un don une fois, nous payer un café, ben ça va être disponible, accessible. On va tout mettre ça direct. Mais il n'y sur, avait pas la plateforme Pay Me a Coffee, Oui, mais je pense qu'ils prennent peut-être un abonnement? 1%. Non, un pourcentage. Ah, OK, non. Parce que tant qu'à être, versez-nous direct dans notre PayPal, puis mettez... Tu sais, Éric Bruno met l'argent direct dans ma brassière, on n'en parle plus. Puis alors à suivre. Vous Voilà. nous suivrez sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais là, on a fait toutes nos plugs. On n'a pas pris trop de temps, Mégane va être fière de nous. Oui. On aime beaucoup taquiner Mégane avec ça. Alors maintenant, on peut aller en cours. Oh oui! On va mettre nos toges. Oh! On va mettre nos savates, ou je sais pas comment ça s'appelle? L'affaire blanche là, que tu mets en avant de ta toge. Je sais pas, moi. Oh. Sébastien Delorme, dis-nous comment ça s'appelle. On met-tu quelque chose dans nos On toges met quelque chose aujourd'hui? dans nos toges ou on y va commando. Oh mon Dieu! Alors, c'est l'heure de toute la vérité. Maître Côté! Ah, qu'est-ce qui se passe, Maître Boutin? Hey là, j'ai toute une histoire pour vous, là. Ah, ok, Qui est allez-y. vraiment typique des années où est-ce que cet épisode de Toute la vérité absolument trépignant est sorti. Ok, attendez, je cherche dans des vieux classeurs beige, Ah, ok, je c'est fais comme des pour ça recherches que pour la... je fais des requêtes d'informations pour la couronne, à tout bout de champ, tout le monde fait ça. Ah! Ah! Que là, Vas-y. c'est l'histoire Oui, d'une jeune fille oui. de confession musulmane. Oh non, Elle est amoureuse d'un Québécois pur laine. oh non, Et ses parents, pauvre elle. ils sont contre cette histoire de Roméo et Juliette moderne. Oh! Et là, ils disent à la jeune fille... On vit la vie jour après jour, nuit après nuit. Les rois du monde. Oui, oui. Roméo et Juliette. Oui. Ok, tu me regardais avec un look tellement... Non, c'est que je suis comme, ah oui, vas-y, chante. Ouais, c'est ça. Allez, chante là ta chanson. Oui. Les rois du monde étaient faits tout. Je connais juste le refrain. Se battent entre eux. Oui, c'est vrai. Les rois du monde ont peur de tout, ce qu'ils confondent, les chiens et les loups. Quoi? C'est ça que ça dit dans les couplets? Ouais. Je connais juste le refrain. Mon Dieu. Wow. Hey, ok. ça manque à notre culture. Ben, mais hein. Alors? Si, bon, fait qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Roméo et Juliette moderne? Ben là, son père, il dit à la jeune fille, tu amènes le déshonneur sur la famille. Oh non. Tu devrais avoir honte, maudite lotte, va te coucher. Et là, quand elle va se coucher, son père lui amène une boisson de lait chaud avec du miel et de la cannelle. Mais la boisson, elle était empoisonnée! Oh non! Empoisonnée! Empoisonné! Oui, s'il vous plaît! Alors oui, la boisson était empoisonnée. Alors on se retrouve en cours et c'est Hélène Florent qui va devoir... qui est avocate de la couronne Ouais. et qui doit prosécuter le père qui est accusé d'avoir tué sa fille, Mhm. d'avoir commis un crime d'honneur. Oh non! Mais là, en background, Hélène Florent, son chum Patrick Robitaille, il a un fils qui était Michael dans la Patrice série Robitaille. Tactique. Ah, c'est vrai, Patrice Robitaille. Je m'excuse, Patrice. Patrice, on t'aime! Je Oui, vais m'excuser à Patrice c'est Robitaille. correct. Alors, pour m'excuser à Patrice Robitaille, je vais lui donner un gros bec mouillé sur sa bouche. OK. D'accord. T'as le droit? T'as le droit, hein? Oui, t'as le droit. Vas-y. Juste si lui est d'accord. Oui, bien Sinon, sûr, t'as bien pas sûr, le faut droit. demander avant. Oui. Oh, consentement. Alors, Mais qu'est-ce qui se passe avec Patrice Robitaille? son fils, Michael, dans Tactique, Ouais. pour mon père, qui va faire « Oh oui, le petit gars! »
Le petit gars avec les grosses bobines. Il est en train de devenir un néo-nazi! Je comprends rien de ce qui se passe, ouais. Ah, mon père, lui, il comprend tout. Il dit, Ok. ouais, Michael, dans ta actu. Ouais, il est un néo-nazi. Il passait trop de temps sur les internets. Puis là, il Sur était 4chan. en train de se radicaliser et de devenir un jeune néo-nazi. Oh non! Puis là, Ok, lui, puis- il suit le cas parce qu'Hélène Florent est pas très discrète à la maison, tu sais. Puis là, il décide de se rendre chez la famille et de faire un graffiti sur la maison. Et il écrit en gros « Meurtrier sur la maison J'ai tellement de questions. ». Mais je t'écoute. Ben, Je pense qu'elle C'est avait parce- laissé traîner un dossier à la maison. c'est quoi le rapport avec le fait qu'il est néo-nazi? Être néo-nazi, ça fait pas de toi quelqu'un qui fait des graffitis pour dénoncer que le monde a fait des crimes? Ben, c'est parce que c'est des musulmans. Oui, je sais, mais il a pas écrit comme sale musulman retourné dans votre pays. Il a écrit meurtrier qui est actually the thing they Oh did. mon Dieu, j'ai pas autant de toute la vérité décrit dans mon front. Ah, pardon! Non, mais je vois pas le rapport. On dirait Je que suis t'es juste en train comme de Geneviève dire Brouillette, que je suis juste c'était reporter. un néo-nazi, donc il dénonçait le fait qu'ils avaient tué leur femme. Je suis comme, oh, regardez, leur fille, pardon. Ben, honnêtement, moi aussi, je pensais qu'il allait comme faire comme les crimes haineux qu'il y avait eu, là, quand Ah ouais. quelqu'un avait déposé une tête de cochon en avant d'une mosquée, là, Ah comme ouais. félicitations, le Québec, on est fiers de toi, des fois. Bravo. Mais non, c'est le graffiti, c'était assassin ou meurtrier, un des deux, je me rappelle plus. J'ai un petit blanc ici. OK. Puis il avait envoyé des photos à Geneviève Brouillette pour qu'elle les publie dans le journal. Parce qu'on se rappelle que Geneviève Brouillette était journaliste. Être dans toute la animatrice de vérité. TV, oui! Était genre Isabelle Richer. Mmh. Fait que là, Je trouve quand même que c'est un raccourci idéologique weird. ben moi aussi, parce que les néo-nazis, oui, ils n'aiment pas les gens de confession musulmane. En fait, ils n'aiment personne. Ils s'aiment surtout pas eux. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup de haine dans leur cœur. Ben, c'est ça. Prends un néo-nazi par Non, Audrey! Non, Audrey! Non! et punch-le d'en face. Ah! Fallait que tu me laisses aller jusqu'au bout. Oh, désolé. Punch-le d'en face. Oh my god. Fait que là. Ouais. Mais là, je me rappelle, j'ai un petit blanc de mémoire. Mais dans le procès, finalement, on apprend que c'est pas le père qui a empoisonné la fille. C'est sa mère! Oh non! Ah! Les femmes sont capables de violence! Oui! Égalité. Mais c'est parce qu'en plus, la mère, elle ne parlait pas en français. OK. Alors, il y avait un traducteur en cours. Nice. Puis Hélène Florent, elle avait l'impression que le traducteur, il traduisait pas ce qu'elle disait, mais plutôt qu'il disait à la madame quoi dire. Mais mon Dieu, mais c'est scandaleux! Puis là, Hélène Florent, elle se met à paniquer parce qu'elle se rend compte que le traducteur, il la regarde jamais puis il fixe la madame dans les yeux avec un air vraiment comme... Puis là, Hélène Florent commence à douter que le traducteur, il fait sa job comme il faut et elle commence à demander à avoir un traducteur pour le traducteur. Mais finalement, ça sera pas nécessaire parce qu'elle réussit à percer le mystère parce qu'elle arrête pas de grill le père. Et finalement, la mère se lève et crie « C'est moi qui ai tué ma fille. » Parce qu'elle amenait le déshonneur sur la famille. Et c'est un épisode tellement typique de ces années au Québec où on avait, on dirait, la permission d'être raciste envers les personnes de confession musulmane. Ah oui. Remarque, on est toujours pas très cool avec ces gens. Ah, On va vraiment, se le tu dis dire. des choses. Mais ça me fait penser à... Ça m'a peut-être rapport avec ça, mais ça, c'était bien avant. L'affaire Shafia. Oui. J'ai écouté cette semaine l'épisode de Crime de Bin. Shout out à Hélène. Hello les Mélanie. filles. Allô les filles! Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que, justement, à la fin, elle disait, tu sais, il faut pas oublier que le débat, c'est pas autour de la confession musulmane, c'est autour de la violence domestique, conjugale, familiale. C'est ça la question. C'est pas comme les personnes musulmanes font des crimes d'honneur, sont épouvantables. Si c'est ça le débat qu'on fait, ben c'est la même chose que à toutes les fois quand il y a un tireur de masse de dire mais c'était qu'un fou, c'est un cas isolé. On C'est va pas parce qu'il parler jouait trop à de Call tout ce of qui se passe Duty. derrière ça. C'est ça. Donc on va pas parler de la violence faite au sein d'une même famille, du fait que les filles Shafia y avaient demandé de l'aide à plusieurs reprises et tout. On va tout obscurcir ça puis dire ah ben c'est parce que c'est les musulmans.
Non, puis je Ça- veux dire, il y a énormément de familles de confession musulmane qui vivent au Québec présentement, puis je vous garantis qu'ils vont jamais faire ça, là. Ben non, c'est ça. Parce qu'ils sont comme « Wesh! » Fait qu'il faut faire attention de pas tomber dans l'abîme de la Mais- folie et de l'islamophobie. Il y avait un humoriste, à un moment donné, qui avait expliqué la différence entre, dans le fond, les personnes de confession musulmane et les personnes de confession musulmane radicalisées. Mhm. Puis il disait, présentement, quand on voit ce qu'on voit aux nouvelles des terroristes puis tout ça, c'est l'équivalent de penser que tous les fans de Taylor Swift, c'est ceux qui pètent des coches sur Internet. Qu'il n'y a aucun autre genre de fans de Taylor Swift que les filles qui Non. pleurent parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir des billets, puis qui s'arrachent les cheveux, puis qui vomissent, puis qui font le bacon à terre. Wow, c'est quelque chose qui existe, ça, sur Internet? Ben oui. Si, bon, je savais pas ça. Parce que c'est bien difficile d'avoir des billets pour Taylor Swift. C'est bien important d'avoir des billets pour Taylor Swift. Exactement. Ou pour Harry Styles. Il tabarnouche. Il tabarnouche. Et c'était bonne Mais nouvelle. non, c'est ça, fait que merci beaucoup pour ça. Hey, on voit que comme ça, Ouais. c'est 2010 à 2014, toute Ouais. la vérité. Tu sais, si on trouve que ce que Luc Dion il faisait avec District 31 il y a comme 2 ans, c'était problématique. Ben, on voit que l'évolution est pas vraiment là. Non, pas tant que ça. Mais, Oui. parce qu'il faut quand même donner à César sa salade. Oui. Quand même, chapeau pour un épisode qui date de début 2010, d'avoir reconnu le problème bourgeonnant de la radicalisation sur Internet. Parce que c'est à cette époque-là que ça Oui. a commencé Bon. 4chan Ouais. et surtout l'humour des personnes millennials qui était très dark, Ouais. où on pensait, puis comme je l'avoue, là, l'humour vraiment pas correct, qu'on pensait que c'était correct de faire des blagues sur les personnes de confession juive, les personnes racisées, et qu'on disait comme « Haha, c'est juste une blague, c'est correct, on a le droit de dire ça ». Non, c'est pas correct. Non. On est vraiment désolé, les millennials, fut un temps où on était vraiment, je ne ménagerai pas mon langage, on était des mardes. 100%. Comme des fois, on fouille là, dans nos vieux comptes Twitter, puis on se dit comme tabarnouche. Mhm. Je faisais dur en sacrament. Mais il y a personne qui est à l'abri de ça. Faut pas, justement, faut pas s'idéaliser soi-même, faut pas idéaliser les autres non plus, là. Non, fait que comme on fait attention, on apprend tous les jours, puis c'est correct d'avoir fait des erreurs dans sa jeunesse. L'important, c'est de les reconnaître, de grandir. Mais quand même, chantante à toute la vérité d'avoir déjà vu dans le temps que c'était un problème qui Oui. commençait vraiment à éclore sur Internet les communautés au comportement assez répréhensible et qui est maintenant un immense problème qui est en train d'ébranler le concept même de la démocratie. Intéressant. Alors, je suis quand même pas fière de vous pour avoir fait un crime d'honneur sûrement sans consulter la communauté musulmane, Mhm. mais props pour avoir parlé du début de la radicalisation sur Internet. Mhm. Ça, c'est vrai, puis c'est vrai que ça arrive rapidement. Mhm. Fait que, encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, s'il y a des parents qui nous écoutent, regardez, qu'est-ce que vous, chers petits, chères petites, regardent sur les TikTok. La Mhm. pente est raide en tabarnouche. Mhm. Absolument, absolument. Puis, il me semble qu'en plus, dans toute la vérité, il y avait un redemption story, le fils à Oui, Patrice il Robitaille. allait en puis- Chine avec Patrice Robitaille, puis il se rendait compte que Oui. les gens asiatiques étaient merveilleux. Il allait au Vietnam. Oui, Oui, c'est ça. Et tout d'un coup, il était guéri de son néonazisme. il était guéri du néonazisme, il aimait tout le monde, et il prenait tout le monde par la main. Puis là, il voulait faire un film avec une grande chaîne humaine. Ça me dit de quoi, ça? C'était une extravagance d'amour. Oui, Oh, c'est L'amour beau. extravagant! C'est magnifique. Ah, Bon, génial. ben, la séance est levée, hein, maître. Oui, la Boutin. séance est levée. Maintenant, on peut tous se prendre par la main. Ça Les sonne néo-nazis comme ont un été guéris. fouet. Oui, exactement. Mon maillet de cours sonne comme un fouet. Le mien, il Toc. sonne comme une affaire en caoutchouc. Bonk, bonk. Ah, c'est bon, ça. Bonk, bonk, la séance est levée. Fait que je te laisse. Faut que j'aille avoir du pound dans l'ascenseur avec Éric Bruno, mais dans l'angle que la caméra de surveillance, ça peut pas nous voir. Voilà, exactement. Puis moi, je vais aller manger mon lunch dans un plat Tupperware dans la salle de lunch des procureurs de la couronne parce qu'on est des procureurs de la couronne, fait qu'on est plus pauvres que les avocats de la défense. C'est ça, parce que c'est pas la mafia qui nous paye. Non, nous autres, c'est la charité chrétienne. Fait que la séance est levée. Yes!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.